Être initié, ça a été pour moi d'abord le fait que, pour dire les choses, pendant les initiations, je participais comme un acteur qui n'y comprend rien, mais qui fait les gestes que font les autres, c'est-à-dire tourner autour de la maison cérémonielle pendant des heures de danse. Ce n'est pas vraiment des danses. Entrer dans la maison pendant que on va initier dans la maison les initiés. Donc, découvrir comment on fait le feu rituel. Bon, mais là, tu prends des photos, même pas, quoi. Moi, quand les premières années, j'étais seul. Après, j'ai fait venir Jan Damlo, grand cinéaste. Il est arrivé avec un caméraman, soundman, les sons, donc 3 personnes. Là, eux, ils ont pris des films importants. Il y a un problème avec les cinéastes, c'est qu'ils se mettent au premier plan, donc ils t'empêchent de voir. Et comme ils ne savent pas ce qui se passe, ils t'empêchent de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc j'étais obligé un peu de me battre avec Yann. C'est moi qui passe au premier plan pour regarder. En plus, ne prends pas cette femme qui est en train d'allaiter son enfant. Il y en a partout. Regarde cet homme-là qui passe. Dans sa main, il y a une feuille importante. Un cinéaste qui ne comprend pas, il peut pas. Il va prendre des belles photos, mais il ne va pas prendre ce qui est socialement significatif. Tu vois. Donc, il faut. Et moi, je prenais des photos avec un 4x4, comment s'appelle un 6x6, un 4x4. Je prenais des belles photos, mais c'était des portraits. Donc c'est inerte. Maintenant, les jeunes, ils prennent 20 photos tout de suite. Donc ils peuvent prendre. Donc ils sont déjà dans le cinéma sans être. Moi, j'ai constaté que bon, c'était inerte. La vie des rites, c'est des mouvements, c'est des actes, c'est un peu discret ou après c'est spectaculaire, quoi. Donc si tu es là devant avec ton 6-6 sur le ventre, c'est inerte. Tu prends seulement ce qu'il y a là. Un cinéaste, alors je m'engueulais après quand ils sont venus par 2 fois pour faire d'abord le premier film quand j'ai appris qu'il y aurait des initiations. Avec ma femme et tout le problème, là ils ont fait le 2e, 3e stade, mais pas le premier. Et donc, c'est plus tard qu'ils sont revenus pour le premier stade. Quand il y a 4 ans plus tard, à nouveau, tout ça, là, ils ont fait un grand film. Et moi, avec Jean-Luc Laury, quand j'étais à Paris, j'ai reçu 2 missionnaires linguistes, un coup de téléphone, Maurice, les chamans vont initier les nouveaux chamans, c'est tous les 12 ou 16 ans. Donc hop, on est revenu en vitesse. Il n'y avait personne que Jean-Luc Laury et moi avec une petite caméra. Comment on appelle ça, la caméra super 8, je sais pas quoi. Mais c'est pas moi. Donc moi j'ai abandonné de faire des photos parce qu'il y avait mieux que moi, quoi. Et puis Pierre Lemonnier, lui c'était un très bon photographe. Il a des photos inouïes des Barouyas chez lui, là. C'est magnifique. Un vrai photographe. Lui prenait plaisir à photographier.
Mais moi, ça ne m'intéressait pas, c'était dans les rites, tout. J'ai perdu quelques photos inoubliables. En Suisse, on m'invite à aller à la télévision suisse ou à la radio suisse. Ils m'ont jamais rendu les diapositives. S'en foutaient. Alors que c'était le grand chaman qui faisait des choses importantes. Parce qu'il y avait une magie dans les jardins. Faire un jardin dans la jungle en montagne, là j'ai appris beaucoup, hein, anthropologie économique. Là. Avec les haches de pierre que j'ai fait refaire des films et tout, avec les haches de pierre, les grands arbres, tu les tailles à moitié. Tu as la pente avec des tas d'arbres. Tu abats le grand arbre, il écrase les petits. Lui, tu le coupes en entier, mais tu vas découper simplement à moitié les autres. Et donc, tu vois qu'ils économisent la peine, pas du temps, s'en foutent, le temps, mais la peine d'avoir... Bon. J'ai mesuré aussi le temps de travail avec un outil de pierre, un outil d'acier. Donc je suis un des seuls à avoir fait dans le monde ça. Il y a un Australien qui l'a fait, et peut-être avant moi aussi. Donc avoir la chance que les types puissent refaire les outils, les vieux ont refait les outils, les jeunes ne savaient pas, ne savaient déjà plus comment emmancher une lame. Donc, comment l'emmancher pour que ça tienne après dans les chocs. Il faut le tenir comme ça en plus, donc tu ne coupes pas comme ça. Là c'est une hache, là c'est une herminette. L'herminette écrase les fibres, elle ne coupe pas. Et à la fin, les fibres sont tellement écrasées que ça tombe. Donc j'ai appris de tout ça, tu vois. Ça, c'est important aussi d'avoir la chance. Alors, dans les rites, moi, j'observais. Bon, prenais presque pas de photos. Mais j'écrivais tout le temps. J'avais mon carnet. Tu dois avoir Godelier qui est là, tu vois. Tu vois. À côté, c'est le type qui est devenu chauffeur. Là, et après, c'est un chaman qui est mort. Et là, c'est... comment s'appelle le film? Jones. Le film, si, le fameux film américain Anthony Jones, comment il s'appelle? Le fameux... Ah, donc vous voyez que je suis avec le chapeau de brousse, j'ai une chemise de kaki avec des poches. Indiana Jones, voilà. Donc tu vois que je suis Indiana Jones. Voilà. Donc là, tu es dedans les rituels. On m'a un peu montré que on m'a un peu frotté avec des orties pour me... Donc ça m'a fait mal, mais gentiment quoi. Ils m'ont dit on te perce pas le nez parce que tu vas rentrer à Paris, enfin chez toi, et les blancs n'aiment pas avoir le nez percé comme nous. Donc merci. Donc ils ont été gentils. Mais après, comme moi je prenais beaucoup de notes, alors c'est pas possible, dans le noir, épouvantable. Quand il y a de la lumière, ça va, mais j'écrivais des mots comme ça, pas plus. Alors le lendemain, je demande aux gens, qu'est-ce que tu faisais, tout ça? Donc c'est post-partum, quoi, tu vois. Et t'explique, bon, voilà. Et donc un jour, pour t'expliquer comment, un jour je suis dans un rituel de chamanisme pour guérir quelqu'un. C'est toujours pareil, les gens dans la case, les hommes, les femmes, assis, et ça. On chante, au moment où le feu s'éteint. Et je vois le chaman qui plonge, il plonge quelque chose, enfin après, il plonge vers le feu qui s'éteignait. Bon, alors le lendemain, je discute avec lui. Et
il me raconte un début de mythe où il parle de la lune. Bref. Et tu sais, les barouillais, les maîtres ont des objets sacrés, les Kwai-Matnier. Et donc je demande à un chaman, il n'était pas vraiment un chaman, il était responsable de son clan, les Bakia, et il avait pour les initiations, ils ont leur objet sacré. Bon, donc je lui demande, est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans l'objet sacré? Oh, papa. Le lendemain, ou quelques jours, il vient le matin, avec son fils de 15 ans, donc qui était déjà encore la maison des sciences de l'homme, la maison des hommes. Et donc il fait venir son fils parce qu'il allait ouvrir le paquet sacré qui allait aller à son fils. Donc il vient chez moi et il commence à ouvrir ce grand paquet. Il se met à pleurer. Et il y avait une pierre noire, comme ça, mais toute noire, mais c'était manifestement une pierre pour cérémonielle, mais en même temps cousine d'une pierre de travail. Il y avait un os, il y avait des objets magiques que je connaissais, tout ça, donc il se met à pleurer. Son fils regarde et il me dit, voilà, je dis, mais c'est quoi cette pierre noire? Il me dit, Longwei, c'était la lune. Non, il dit Vénus. Ah, je me souviens d'un mythe et je raccorde avec l'objet. Parce que le mythe que j'avais entendu par le chaman là, quand il tournait autour du feu, là, c'est un jour, un énorme serpent est arrivé, on avait peur. On l'a entouré, les hommes, on l'a fléché et on l'a découpé. Et le lendemain matin, les femmes n'ont pas trouvé les morceaux. Et quand on est retourné dans le grand jardin, le serpent était là, refait. Donc on a eu très peur. Alors on a été chercher des pommes de terre douces, enfin, pour lui offrir. Bon, rien. Et ensuite, on a été chercher des cauris, des colliers, tout ça. On lui a offert. Le serpent ne bouge pas. Ensuite, on a été chercher 2 femmes à nous, 2 jeunes femmes. Alors, on lui a offert des femmes. Alors, aussitôt, il s'est redressé. Et le serpent a dit aux femmes, venez avec moi au ciel. En fait, c'était le dieu de la pluie, du tonnerre. Donc, mais une des 2 femmes était plus vive que l'autre. Avant de partir vers le ciel, elle a pris dans un moumou, c'est-à-dire un foyer, des pierres brûlantes qui servent à cuire. Elle les a mis dans son sac. Et donc, elle est montée au ciel avec l'autre femme et il a dit « Entrez dans ma maison ». Et elle a dit « Non, c'est toi le maître de cette maison, tu rentres d'abord le premier ». Donc il est rentré, il a tourné, et quand il est arrivé avec sa gueule, elle lui a foutu les pierres brûlantes. Donc il a gueulé, c'est devenu le tonnerre. Il a pissé de peur, c'est devenu la pluie. C'est donc le dieu de la pluie. Et qu'est-ce que je trouve dans l'objet noir? C'était Longwei, c'était Vénus, parce que les femmes, alors les 2,
en étoile du matin, étoile du soir. Donc j'avais l'explication mythique du dieu du tonnerre, de la pluie, mais en même temps avec les règles des femmes, c'est le dieu de la pluie qui compte, enfin bref. Donc si tu connais un peu, tu peux même, sans qu'on te le dise, tu peux enchaîner des morceaux qu'on t'a dit, sans qu'on t'ait tout dit. Tu vois? Après, je pouvais leur dire, et ça, c'est la Lune, alors, ah non, c'est Vénus, ça, c'est Vénus. Ah, c'est l'étoile du... Ah, oui, oui, ok, Maurice. Tu vois? Mais ils m'ont pas tout dit. Hein. Mais j'en ai appris beaucoup, quand même. Tu vois? Parce que là, après, je travaille avec les chamans. Et les chamans me disent, nous, on a Djilika, le chien, avec nous. Ah bon, je dis, nous, on est accompagnés par les chiens sauvages de la montagne. Bon, je dis, ok. Bon. Alors, ils disent, alors là, j'obtiens un autre mythe très intéressant. Il dit, tu sais, au début, les femmes existaient seulement. Tu vois. Et la femme était accompagnée par un chien. Mais avec un arbre, elle a fait l'amour. Le chien a vu qu'elle était enceinte. Il a pénétré dans son vagin et il a tué le fœtus. Donc la femme a accouché d'un fœtus. Deuxième fois, elle était à nouveau enceinte. Le chien à nouveau est entré dans... Mais elle a accouché d'un fœtus. Mais elle a vu que le chien Djilika, il avait du sang sur ses poils. Donc elle l'a poursuivi. Le chien s'est enfui, il s'est enfermé dans une grotte. Il s'est enfermé, il s'est caché. Et la femme a bloqué l'entrée de la grotte. Elle est partie. Et le chien ne pouvait pas sortir. Mais son esprit était tellement puissant qu'il a explosé la grotte. Il est devenu l'aigle. Et l'aigle, c'est l'oiseau du soleil, du dieu soleil. Tu comprends? Alors quand tu travailles avec les gens, morceau par morceau, tu comprends dans quel monde imaginaire ils sont. Et les rites qui sont rendus. Tout ça a du sens profondément. Et là, c'était mieux que la grande découverte que j'ai faite, c'est que j'étais parti avec l'idée des anthropologues, encore monsieur, j'ai un article là, de Salins, mon copain, kin-based societies. Les primitives, c'est des sociétés kin-based. On enseigne ça de Montréal en Californie. Je suis obligé de constater que ce n'était pas vrai, que c'était une erreur fondamentale, que la parenté ne fait pas société. Pour qu'il y ait société, il faut des rapports qui instituent une souveraineté, ce que les gens ne comprenaient pas. Et la souveraineté ne s'institue pas par la parenté. Elle s'institue par des rapports d'initiation, des rapports politico-religieux qui englobent tout le monde. Et c'était tellement vrai que quand on construisait la grande Tibia, tous les jeunes étaient l'un à côté de l'autre, village par village. Il y avait peu de différence entre les lignages. Ils étaient tous des barouillas initiés au même temps. Bon. Donc là, j'ai commencé à mettre en doute une pseudo-vérité fondamentale. Parce que je ne suis pas seulement un anthropologue de terrain, je suis vraiment un théoricien. C'est-à-dire,
je cherche à résoudre des problèmes d'analyse, chercher des invariants, quoi, qui sous des formes différentes existent, mais sous des formes différentes. Il faut donc découvrir le principe de leur existence, tu vois. Et donc c'est là que je suis rentré à Paris avec, premièrement, la domination masculine, ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Deuxièmement, des sociétés primitives n'ont pas d'État. Elles s'autogouvernent sous la domination masculine, souvent. Mais c'est des rapports que nous appelons religieux et politiques, sous la forme des grandes initiations collectives, qui leur sert d'englobant, qui traverse et soumet tous les groupes de parenté à la même logique sociale. Avec un ordre, évidemment, il y a les clans de guerriers, il y a le clan des fabricants de sel, etc. Il y a une diversité. Mais comme quand j'étais dans les maisons d'initiation, on faisait coucher les enfants par terre, les jeunes, recouverts de leur cape d'écorce qu'avait fait leur maman. Le lendemain matin, on arrivait, nous, les maîtres d'initiation avec moi. Et donc, on regardait les jeunes qui étaient encore couchés, ils n'avaient pas le droit de se lever. Et on regardait. Sur la cape d'écorce, il y avait un petit morceau de bambou, par exemple. Ah, ça va devenir un guerrier. Ça va devenir un chaman. Il y avait une plume. Qui avait mis les objets? Dis-moi. Alors moi, je comprenais tout de suite. Le mec, c'est un petit jeune, Bakia, c'est le clan des guerriers. Et évidemment, les esprits de la nuit avaient choisi les... Pas de foi sans mauvaise foi. Mais en même temps, ils y croient. C'est ça tout le problème. Ils pensent bien qu'ils m'ont sorti de mon ventre ma maladie parce que j'allais mieux le lendemain, tu vois. C'est de l'imaginaire. Alors, plus tard, quand j'ai écrit le petit livre L'imaginer, l'imaginaire et le symbolique, là encore, je m'aperçois que Sartre, que j'avais lu tout ça quand j'étais jeune, avait complètement oublié que tout ce qui est imaginé n'est pas imaginaire. Il n'avait pas su penser, alors qu'il a écrit l'imagination plus l'imaginaire, il n'avait pas vu que tout ce qui est imaginé n'est pas imaginaire et qu'il faut donc un critère. Et alors, traitant de l'art, je vois l'irréalité et la réalité de l'art. Je suis passionné par ça. Mais, ou bien la Joconde, tout le monde sait qu'elle ne descendra jamais de son portrait. Donc elle est présente sous une forme d'absence, ou elle est absente sous une forme de présence, n'est-ce pas? Mais quand tu penses à la religion, c'est des irréalités surréelles. C'est-à-dire que rien ne peut contester leur existence alors qu'on ne les a jamais vues. On les a imaginées. Jamais personne n'a vu Jésus, fils de Dieu et Dieu lui-même. C'est une croyance. Quand j'étais avec ma femme étant grecque, la maman très, très orthodoxe, très bien, une femme progressiste, mais à la religion grecque. Alors un jour dans la cuisine, je lui dis pourquoi Jésus est Dieu. Ce n'est pas des questions dans la cuisine à poser, mais enfin passons. Et donc elle me dit mais c'est très simple. Le tombeau était vide. C'est tout. Si le tombeau était vide, c'est qu'il était Dieu, c'est tout. Donc tu ne peux pas aller contre cette... on ne peut pas éradiquer la religion. On s'auto-analyse, on se sépare de la religion par un chemin personnel.
Mais toute tentative d'éradiquer la religion collectivement, comme l'ont fait les bolcheviks, ou bien Atatürk avec c'est condamné à l'échec. Une religion, c'est ce que j'appelle une pensée captive. Tu es dans le bassin de captivité, tu ne peux pas en sortir. Seul, tu peux en sortir, collectivement, jamais. Tu as toujours des gens autour de toi qui croient. Ta maman, ton papa, n'importe. Pas... Donc c'est mieux, il faut respecter profondément ça. C'est qu'une partie de la vie sociale, ce n'est que de l'imaginaire transformé en réalité sociale, des masques, ou n'importe. Donc j'ai beaucoup appris de mon... En fait, je prétends que malgré ma culture, parce que j'ai lu tellement sur... j'ai jamais été un océaniste. Je lisais sur l'Afrique, sur l'Amazonie, je me suis tapé Lévi-Strauss. Hein, j'ai lu 4800 mythes que j'ai lus plusieurs fois. Donc les mythologiques, je les connais. Hein. Mais je pense toujours être à la recherche d'une explication de théories qui permettent de construire une analyse. Par exemple, quand j'ai découvert que tout ce que j'ai fait, les barouillas m'ont servi constamment de matériaux pour faire des théories qui débordent les barouillas. Parce que j'ai pu démontrer que ce qu'il fait dans son livre, par exemple sur le Burkina Faso, un homme et une femme dans aucune société ne suffisaient à faire un enfant. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Jusque la modernité où on pense que le sperme, tout ça, les gamètes, mon cul, les gamètes. La plupart des gens ne savent même pas ce que c'est. Mais bon, on a une sorte de vernis scientifique en France, plus ou moins. On a vu que pendant le Covid, tout était arrêté, l'irrationnel a explosé. Des gens qui avaient été à l'école, des médecins même qui dénient le rôle du vaccin, alors qu'ils sont vaccinés. Tous les Français sont vaccinés, ils ont évité 8 ou 7 maladies dans leur vie, et ils crachent dessus. Donc, d'où ça vient l'irrationalité, comme le déni? Bon, passons. Et donc, je te dis, quand j'ai plusieurs résultats scientifiques que je trouve d'une portée générale. Un homme et une femme jusqu'au temps moderne n'étaient pas conçus comme suffisants pour faire un enfant. Chez les matrilinéaires, le sperme ne sert pas à faire un enfant. C'est un esprit qui rentre dans la femme, mélangé au sang menstruel. Chez les barouillas, la femme ne fait rien, c'est le sperme plus Dieu, le soleil qui finit le fœtus. Chez les Burkinas, il a montré aussi qu'il y a d'autres agents que les humains. Parce que, tu vois, les gens en France, on est devenus rationalistes au sens philosophique, je sais pas. Mais... Donc on a perdu le sens de la religion comme construction collective du social. Parce que nous, on est critiques de la religion, etc. Mais moi qui ai eu une bonne éducation catholique, je me meus dans les religions comme un poisson dans l'eau. Je suis très bien, moi, je n'ai pas de problème. Je ne crois plus en Jésus, mais je vis avec lui, je vis avec le Bouddha, j'en ai rien à foutre. Moi. Donc j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais avec comme conclusion, c'est que le pouvoir avait toujours une dimension religieuse jusqu'à la Révolution française. Pourquoi? C'est là que je reprends ma culture classique, du latin et grec. Dans l'Antiquité, pour gouverner, il faut d'abord un bon accord avec les dieux. Ensuite, tu gouvernes les hommes. Donc il faut faire un double gouvernement, que le rapport aux dieux correct, et ensuite tu te démerdes avec les humains, leurs conflits. Et donc,
le pouvoir était toujours politico-religieux, je pense. C'est pour ça que c'était mieux, les musulmans ne comprennent pas, quoi.